C'est à toi, Daniel, tu as 12 minutes. Merci Mélanie. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. OK, parfait. Bon, aujourd'hui, je vais présenter une méthode basée sur l'apprentissage automatique et les modèles non linéaires qui permettent d'évaluer les objectifs de gestion pour de grandes zones et en même temps à haute résolution. Et comme souvent, on s'intéresse à la comparaison de différentes zones géographiques, comme par exemple des aires protégées, par rapport à un objectif de gestion. Et cet objectif peut être représenté par une variable d'intérêt, par exemple la richesse des espèces, la couverture forestière, etc. Mais de plus en plus, ces variables sont disponibles à haute résolution et ça signifie parfois que nous devons travailler avec des rasters qui contiennent des milliards d'observations. Et bien sûr, ça c'est généralement trop pour les modèles de régression. Mais si on fait une agrégation à l'échelle des zones d'intérêt, on perd beaucoup d'informations et on peut se retrouver en fait avec peu d'observations pour faire des statistiques. Et par contre, on peut faire un genre d'échantillonnage de plusieurs millions d'observations sur l'espace. Mais ce qui reste important, c'est de prendre en compte d'autres covariables qui pourraient influencer les résultats. Et alors, comme j'ai travaillé pendant 15 ans avec des communautés locales dans des forêts d'Amérique latine, je me suis intéressé beaucoup à examiner ces enjeux dans le contexte de la déforestation dans les néotropiques. Alors, les néotropiques subissent encore une perte nette de forêt, ce qui entraîne une perte de biodiversité et bien sûr de services écosystémiques. Et il y a aussi de nombreuses études qui ont montré que la topographie, les infrastructures, etc., influencent fortement la déforestation, par exemple la distance des forêts aux routes et aux établissements humains. Et en même temps, beaucoup de forêts sont situées sur des territoires autochtones. Et il y a aussi plusieurs études qui ont montré que la déforestation est réduite sous gouvernance autochtone. Et aussi, une étude récente d'Alejo et collègues a également montré que les stocks de carbone sont maintenus sous gouvernance autochtone. Et ici, les études d'Alejo et collègues et de Vergara Senjo et Potvin sont particulièrement pertinentes car elles portent également sur les Panama et sur l'Amazonie où j'ai suivi mes études de cas. Alors, à la fin, le problème reste que de nombreux groupes autochtones sont toujours privés de droits fonciers. Et dans le cadre de mon travail au Panama et en Équateur, je me rencontré avec deux justifications courantes que je ne partage pas, mais il y a des gens qui disent que bon, cette réduction de la déforestation est principalement due à l'éloignement ou à l'inaccessibilité ou l'accessibilité des territoires autochtones. Et aussi, j'ai écouté qu'il y a des gens qui disent que cette réduction n'est pas universelle parce qu'il y a certaines communautés qui gèrent bien leur forêt, mais d'autres qui ne le font pas. Et alors, on peut se pencher à nouveau sur ce problème, mais avec une résolution spatiale un peu plus élevée et en essayant de séparer mieux les effets de gouvernance de ceux de ces covariables. Et si les études dont j'ai parlé nous ont donné des indications vraiment importantes, elles sont en partie limitées par le nombre d'observations et un peu la manière dont elles incluent des covariables. Alors, l'idée est d'utiliser plusieurs millions d'observations aux cellules raster dans des modèles de régression et en même temps de prendre en compte les effets non linéaires, les interactions et l'autocorrélation un peu mieux. Et essentiellement, ça nous permet d'obtenir une réponse plus détaillée aux questions suivantes qui sont comment la gouvernance autochtone affecte-t-elle la perte de forêt et aussi est-ce que cet effet est universel ou pas. Et bon, pour ce faire, nous avons examiné deux cas différents. Le Panama, qui est
un petit pays important pour le commerce mondial et où une grande partie du territoire est sous gouvernance autochtone. Mais aussi la Amazonie, qui, bien sûr, est une grande région qui s'étend sur plusieurs pays et où se trouvent de nombreuses aires protégées et des territoires autochtones aussi. Et l'idée est de modéliser la perte de forêt comme le résultat de la gouvernance en séparant aussi, distinguer de la gouvernance des territoires autochtones et à titre de comparaison des aires protégées et, et séparer un peu cet effet de l'effet de plusieurs covariables liées à des pressions ou à l'accessibilité. Et bon, nous avons utilisé que des ensembles de données accessibles au public pour la perte de forêt. Je donnais Global Forest Change sur de Hansen et al. Sur la période de 2011 à 2019. Les données sur la gouvernance proviennent de Landmark pour les territoires autochtones et Protected Planet pour les aires protégées. Et comme covariable, nous avons utilisé des covariables courantes dans ce contexte qui sont la distance aux routes, aux établissements humains et aux rivières, ainsi que la pente. Et bon, pour chaque modèle, nous avons fait un échantillonnage de 10 millions d'observations. Et chaque observation est une petite parcelle d'environ 30 mètres à 30 mètres de surface. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée de la densité d'échantillonnage pour le Panama, qui est à gauche, et l'Amazonie à droite. Ensuite, nous utilisons un modèle additif généralisé pour l'analyse statistique. Alors, on utilise un processus gaussien qui peut être décrit comme un modèle non paramétrique pour prendre en compte les effets non linéaires de ces covariables, y compris les interactions et aussi l'autocorrélation. Mais le problème est que l'espace des covariables a généralement de nombreuses dimensions. Ce sont 4 dans ce cas. Et cette nuage de points dans l'espace de plusieurs dimensions a souvent des trous. C'est-à-dire qu'il ressemble plutôt à un fromage suisse, disons, et les processus gaussiens ne sont pas vraiment adaptés à ce genre de situation. Ils sont un peu mieux compris dans un espace continu à 2 dimensions. Et bon, c'est pourquoi on utilise un simple réseau de neurones artificiels appelé carte auto-organisatrice pour transformer l'espace de 4 dimensions à une surface de 2 dimensions sans trou. Et ce qui est important, une carte auto-organisatrice préserve la topologie. C'est-à-dire que les observations qui sont proches dans l'espace original le seront également dans l'espace réduit. Alors, on peut toujours prendre en compte l'autocorrélation et les interactions entre différentes covariables. Alors, cette combinaison d'une carte auto-organisatrice de l'apprentissage automatique avec un processus gaussien est au cœur de cette méthode. Et bon, à mes connaissances, c'est une nouvelle approche, mais il y a des autres avantages comme cette méthode réduit aussi le temps pour faire les calculs. Ce qui est important, si on travaille avec des modèles de régression assez larges, comme dans ce cas avec des millions d'observations. Et ça réduit aussi un peu le risque de surajustement de ce modèle. Bon, le modèle lui-même est formulé comme un modèle binomial et on utilise des résidus quantiles pour évaluer l'universalité des effets dans l'espace. Alors, ces modèles peuvent quantifier le risque de déforestation dans une de ces petites parcelles et pendant toute la période d'étude, ce qui est montré dans ces cartes. Et
bon, les effets des routes, des établissements humains et aussi de la topographie sont clairement visibles dans ces cartes et ce sont toutes, disons, des valeurs ajustées et pas juste des prédictions. Alors, plus important encore, on peut voir les effets des territoires autochtones et des aires protégées exprimés comme un risque relatif. Par exemple, au Panama, sous gouvernance autochtone, le risque relatif de déforestation est 80% par rapport aux zones qui ne sont ni protégées ni autochtones. Ça veut dire que le risque de déforestation est réduit de 20% environ. Et pour l'Amazonie, nous pouvons voir que le risque de déforestation est encore plus réduit sous la gouvernance autochtone. C'est environ 60%. Et bon, maintenant que nous avons vu que la déforestation est réduite sous gouvernance autochtone, l'autre question est, est-ce que cet effet est universel? Et en regardant les résidus du modèle dans l'espace, nous pouvons voir où les modèles surestiment ou sous-estiment la déforestation. Et nous pouvons voir en rouge ici qu'il y a certaines zones où les modèles sous-estiment la déforestation. Mais ces zones se trouvent pour la plupart en dehors des territoires autochtones et des aires protégées. Et ça veut dire que les effets que l'on observe pour ces genres de zones ne sont pas limités à des territoires indigènes, territoires autochtones particuliers ou à des zones protégées particulières. Et bon, on observe la même chose pour le Panama, mais je ne vais pas entrer dans les détails ici. Juste pour les conclusions, on peut dire que la perte de forêt dans le néotropique est fortement réduite dans les zones sous gouvernance autochtone et cette réduction n'est pas limitée à des groupes particuliers ou à des zones géographiques particulières. Et la réduction a aussi une ampleur similaire à celle des aires protégées. Et juste pour ce cadre de modélisation, juste pour rappeler, c'était une combinaison de modèles non paramétriques et avec une forme d'apprentissage automatique pour faire cette séparation de l'effet des covariables et des effets des zones géographiques d'intérêt. Et bien sûr, c'est assez général, alors ça peut s'appliquer à des autres situations aussi. Autres variables de réponse comme des services écosystémiques, la biodiversité, la biomasse, faire des comparaisons entre entre toutes sortes de zones géographiques discrètes et avec différents covariables et plus de covariables aussi que juste 4. Et ça marche avec des ensembles de données massives et j'ai fait toutes ces études sans utiliser le calcul de haute performance. Ça marche avec mon portable, en fait. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Daniel, excuse-moi de ne pas avoir pu te présenter. Merci à tous les présentateurs. Maintenant, on a quelques temps pour des questions. À Daniel comme aux autres présentateurs. Donc, je vois une main levée ici, Ange-Marie. Tu peux prendre le micro si tu veux. Bonjour à tous. Merci pour vos présentations. Daniel, j'avais une question sur le graphique qui montrait l'effet du mode de gouvernance à Panama. Il y avait le rang violet tu disais que ça avait réduit de 20% la déforestation par rapport à des zones qui n'étaient pas sous protection gouvernementale. Enfin, je n'ai pas bien compris, au fait, ces résultats-là. Et puis, je veux savoir, est-ce que tu as comparé avec des zones qui étaient sous gouvernance gouvernementale, au fait, qui n'étaient pas sous gouvernance autochtone? Je ne sais pas si c'est clair, mais je peux revenir sur ma question. Merci. Oui, c'est effectivement ça. Bon, il y a comme très types de gouvernance ici, c'est des aires protégées, des territoires autochtones et des autres zones qui effectivement, c'est la majorité des points ou des observations dans l'étude qui sont ni protégées ni sur gouvernance autochtone. Alors, et ça, c'est comme ces aires sans protection et qui ne sont pas sous gouvernance autochtone
ça fonctionne comme le risque de base. Alors, ça c'est les 100%. Alors, pour ça, c'est une réduction de 20% si on prend la déforestation dans les aires pas protégées, pas sous gouvernance autochtone, comme 100%. Mais le rang jaune, là, ce sont les zones qui ne sont pas sous gouvernance autochtone. Les zones jaunes, il y a aussi des zones qui sont à la fois sous gouvernance autochtone et des aires protégées. Je ne vais pas entrer beaucoup dans ça, mais on peut voir que cette combinaison de différents types de gouvernance, ça fonctionne dans plusieurs cas, ça fonctionne vraiment bien. D'accord. OK, merci beaucoup. Il y a Annick Saint-Denis qui a la main levée. Ben, moi, j'avais 2 questions rapides, une pour Xavier, une pour Catherine. Xavier, vu que ta conclusion a passé très vite, ça serait quoi le message à retenir de ton projet? Puis Catherine, je voulais juste savoir l'outil qui avait été utilisé pour faire les analyses. Là, je ne sais pas si je l'ai manqué, mais pour faire les analyses et les cartes. Oui, ben, dans mon cas, en fait, la grande conclusion en ce qui concerne la meilleure approche à appliquer pour la classification de la DDA, à Terre-Neuve, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de peuplement qui était mixte avec, par exemple, 2 grosses structures ou 2 grosses strates de végétation dans la forêt, puis il y avait pas ça ne crée pas un deuxième mode très évident, étant donné que c'était pas mal juste des peuplements conifères. Appliquer une fonction Weibull uniquement était la méthode la plus simple et la plus, si on veut, adéquate pour ce genre de peuplement-là. Mais des peuplements un peu plus au sud, en Ontario, au Québec, il y a vraiment 2 grosses cohortes. Par exemple, des peuplements inéquiens, on aurait un avantage à utiliser la classification pour avoir des modèles qui sont vraiment spécifiques à ces 2 cas-là. Puis l'autre conclusion, c'est l'utilisation des métriques de texture. Ça a vraiment réussi à améliorer les modèles statistiques à tous les niveaux, en fait. Merci. Alors, pour répondre à ta question, en fait, l'outil, le réseau utilisé, c'est un réseau bayésien que nous, on a utilisé de façon spatialisée. Donc, on avait en entrée des rasters là, de 20 mètres par 20 mètres qu'on a utilisé dans le réseau bayésien spatialisé. Et ce que ça nous permet de produire comme carte, c'est des cartes, comme ça travaille avec des probabilités, c'est la carte des classes les plus probables. Donc, il y a quand même une petite incertitude, puis les réseaux bayésiens sont reconnus pour être capables de gérer cette incertitude-là dans ce type de réseau-là. Donc, ça, c'est le réseau qu'on a utilisé, mais je vais revenir sur les outils. Je ne sais pas à quel niveau était ta question. Mais c'est avec R ou… Oui, on a tout fait ça dans okay. R. Fait que si jamais tu es intéressé et que tu veux avoir plus de détails, tu pourrais m'interpeller en se promenant. Mais oui, j'ai tout fait ça. Et les analyses LIDAR et les analyses de réseau bayésien, j'ai fait ça dans R. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question, Sylvie, après la tienne. OK, c'est bon. Mais Xavier, je n'ai pas bien compris, mais je pense que j'ai peut-être compris à la fin, mais ta classification initiale des types de peuplement, c'est tu as pris des peuplements de la région étudiée, puis tu les as classés toi-même selon les 2 types ou… Non, en fait, il existe des tests statistiques pour déterminer la modalité. En fait, est-ce que je contiens un mode ou 2 modes? Okay. Dans le cas de ce projet-là, j'ai utilisé le coefficient de bimodalité. Donc, c'est un calcul, en fait, qui donne une valeur entre 0 et 1. Puis, si on a une valeur supérieure à 5/9, c'est considéré bimodal. Puis, si c'est inférieur, c'est considéré unimodal. Puis ce calcul-là prend en compte le skewness, le kurtosis, les différentes statistiques descriptives de notre histogramme des mesures dans la placette. Il existe cependant d'autres types de classification de la modalité. Par exemple, il y a des tests qui sont plus itératifs, un genre de bootstrap pour rééchantillonner en dessous de notre courbe pour voir est-ce qu'elle a vraiment un mode ou un autre. Mais je voulais utiliser le coefficient de bimodalité parce que les 2 autres études qui ont utilisé cette classification-là, c'est le critère qu'ils ont utilisé.
Donc, j'étais mieux outillé pour comparer mes résultats avec les leurs. Mais un des problèmes de ce coefficient-là, en fait, c'est que les grandes valeurs de skewness peuvent un peu interférer avec la valeur, puis augmenter, gonfler artificiellement la valeur du coefficient de modalité. Donc, si je suis proche de 5/9, mais ma valeur forte de skewness va augmenter mon coefficient de bimodalité. Donc, je vais être considéré bimodal, alors que j'ai juste vraiment un très long skewness vers la droite avec quelques gros diamètres, mais je n'ai pas vraiment un deuxième mode bien distinct. Donc, c'est comme une source d'erreur dans la classification. Là. Donc, pour notre cas à Terre-Neuve, si on veut appliquer une classification, il faudrait tester d'autres techniques de classification de la modalité ou, encore une fois, juste y aller avec sans classification. Okay. Je ne sais pas si tu connais un vieux papier de Boucher et al. Dans First Street Chronicle où on avait classifié les peuplements en 3 grands types, puis entre autres, les peuplements qui ont plus une structure en J inversée étaient assez bien caractérisés. Fait que c'est peut-être quelque chose que tu pourrais regarder. C'est intéressant parce que c'est un des papiers en français qu'on a publié. Donc, on pourrait y faire honneur aussi dans la langue de Molière. Mélanie, je peux te passer la parole. Puis s'il y a d'autres mondes qui veulent des questions, levez votre main ou manifestez-vous. Merci Sylvie. Je vais essayer de faire un lien entre la présentation de Catherine et celle de Daniel. Les deux, vous avez utilisé multicritères, services écosystémiques. Je pense que Daniel, si on comprend bien, les critères étaient tous équivalents, que ce soit distance à la route ou proximité ou tout ça. Donc, toujours le même poids. Est-ce qu'il y en a un, selon vous, un critère qui serait un meilleur indicateur, soit pour les services ou pour le risque de ne pas perdre nos forêts? On parle beaucoup que les routes, c'est souvent, ça pourrait être quasiment un proxy pour toutes les multifactoriels. Si c'est une route, c'est fini. J'aimerais vous entendre là-dessus par rapport à la comparaison de vos critères. Et ma deuxième question pour Catherine. Salut Catherine, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des gens à Terre-Neuve qui demandent de mettre une valeur monétaire à tes services écologiques puis rendre ton outil, une espèce de combat, combien d'argent on fait puis combien d'argent on n'en perd pas? Merci. Je peux peut-être laisser Daniel répondre en premier, comme ça après je pourrais répondre aux 2 questions de Mélanie en même temps. Bien sûr, merci. Je vais juste partager mon écran pour un moment. Oui, alors avec les covariables, elles entrent dans les modèles, dans la carte auto-organisatrice comme tout au même niveau. Mais cette réseau de neurones artificiels, ça prend en compte un peu la corrélation entre différentes covariables. Et ça veut dire qu'à la fin, le résultat peut être qu'il y a des covariables qui ont plus de poids que les autres covariables et on peut récupérer ça en utilisant cette carte auto-organisatrice. On peut voir un peu les interactions entre les deux. Et on peut voir que ça dépend un peu l'importance d'une variable. Ça dépend un peu aussi de la valeur des autres variables et on peut voir que c'est vraiment non linéaire ces interactions. Mais on peut aussi donner des points des débuts en fait pour par exemple si on dit bon j'ai l'idée que des débuts, la distance de route, c'est beaucoup plus important. Je peux donner un poids élevé à ça. C'est possible. Est-ce que ça répond à la question, Mélanie?
Pour ma part, en fait, là, je vous ai présenté évidemment juste une partie de mon projet de recherche là, parce qu'au doctorat, on fait quand même plusieurs objectifs. Dans mon premier objectif, j'ai travaillé sur le service de régulation de l'érosion où j'ai utilisé le modèle hydrologique pour tenter justement d'identifier les variables qui expliquaient le plus les volumes de sédiments. Puis malheureusement, dans le modèle hydrologique que j'ai utilisé, je n'ai pas été en mesure d'intégrer les routes. Je n'étais pas capable de répondre à la question est-ce que les routes devaient avoir un poids supplémentaire ou pas. Par contre, j'ai souvent vu ça dans la littérature, j'aurais aimé ça être capable de le faire. Là. Donc, vu que j'ai vu le lien avec les routes, l'apport de sédiments et aussi la fragmentation du paysage, j'ai quand même considéré ça dans le deuxième objectif de mon projet. Donc, mais la façon dont je l'ai utilisé, c'est plus d'utiliser les contraintes forestières pour être capable de voir si on est quand même capable d'aller récolter un volume de bois intéressant. Donc, j'ai utilisé les routes pour dire si jamais on permettait aux compagnies forestières d'aller couper uniquement dans une certaine distance d'une route, est-ce qu'on serait quand même capable d'aller chercher un volume de bois qui permet de maintenir quand même la rentabilité économique de cette activité-là. Donc, ce n'est pas tant que j'ai donné un poids à la route comme un impact, mais plus comme je l'ai utilisé comme une contrainte forestière où ça m'a permis de limiter le nombre de parcelles ou la distance où on pouvait aller prévoir des coupes. Donc, c'est ça. Et pour répondre à ta deuxième question au niveau de la valeur écologique, là, je sais que c'est tout un pan de la recherche sur les services écosystémiques, puis je n'ai pas abordé ça du tout, moi. Par contre, ça serait vraiment intéressant de l'intégrer dans un autre volet de la recherche pour être sûr que non seulement le volume du bois, moi je me suis basée plus sur le volume marchand, mais pas en termes monétaires, mais plus en termes de mètres cubes. Ça pourrait être très intéressant pour être capable de mettre encore plus dans la balance le service d'approvisionnement du bois parce que c'est un service écologique aussi, puis les autres services écologiques qui nous intéressent. Ça répond bien? Donc, je veux remercier vraiment tout le monde pour les excellentes présentations, pour votre capacité de présenter beaucoup d'informations en 12 minutes. Bravo. Bonne session de poster, puis on se revoit peut-être à 12h15 pour les prix de présence.